Bonjour, je suis Michel du blog tradingattitude.com. Je vous remercie de visionner cette vidéo, troisième volet de la série Introduction à la bourse. Et dans celle-ci, nous allons étudier l'analyse technique dynamique qui s'oppose au chartisme que nous avons vu dans le précédent volet. Alors pour visualiser les courbes graphiques des actions, vous pouvez aller sur le site prorealtime.com, créer un compte et vous connecter ensuite. Tous les exemples sont tirés de ce site. Alors bien sûr, il y en a d'autres, vous pouvez trouver d'autres sites permettant d'afficher des graphiques, mais celui-ci est pratique, puissant et surtout gratuit pour les cours en fin de journée. Abordons la notion d'indicateur. Il y a deux types d'indicateurs, les indicateurs supérieurs et les indicateurs inférieurs. Donc voici un extrait d'une fenêtre de ProRealTime avec un graphique historique d'une action sur l'année 2014 et avec des indicateurs qui sont affichés. On a un indicateur supérieur, c'est ici la courbe en bleu. Un indicateur supérieur est affiché avec les prix. Donc la fenêtre des prix, c'est la fenêtre qui est en haut avec les bougies. Et un indicateur inférieur, donc ci-dessous. Un indicateur inférieur est affiché dans une fenêtre en dessous de la fenêtre des prix. La fenêtre qui était tout en bas, c'était la fenêtre des volumes. Alors ici, j'ai affiché un graphique avec seulement les volumes. Les volumes sont affichés sous la forme d'un indicateur inférieur. Alors ici, sur la droite, vous avez les volumes échangés. Les barres vertes sont des séances haussières, donc le volume est indiqué en vert parce que la séance est haussière. Et en rouge, vous avez les volumes pour les séances baissières. Quand il y a un fort volume, par exemple sur cette barre-là, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêt pour l'action. Donc ici, il y a eu beaucoup d'acheteurs et ici beaucoup de vendeurs. Abordons maintenant certains types d'indicateurs supérieurs. Donc le principal, ce sont les moyennes mobiles. Alors les moyennes mobiles, ce sont des courbes comme ça, qui sont une moyenne des cours sur une certaine période. Donc vous avez vu à l'école comment on calculait une moyenne. Ici, c'est une moyenne glissante. Donc sur le dernier point, on va calculer la moyenne des n derniers cours. Et le jour d'après, on va faire la même chose, mais ça décale d'un cran. Donc ici, c'est une moyenne mobile simple à 100 jours. Donc c'est la moyenne que vous avez appris à calculer à l'école. On fait la somme des prix de clôture sur les 100 derniers jours et on divise par 100. Il y a plusieurs types de moyennes mobiles. Les moyennes simples, comme celle-ci. On utilise les abréviations SMA, ça c'est l'abréviation en anglais, ou MMS pour l'abréviation en français, moyenne mobile simple. Il y a des moyennes mobiles exponentielles qui privilégient les cours les plus récents. Donc en anglais c'est EMA et en français MME. Des moyennes mobiles pondérées, WMA en anglais, qui pondèrent plus les cours les plus récents. Il y a d'autres types mais qui sont assez anecdotiques. Le paramètre d'une moyenne mobile, c'est sa longueur ou période. Donc ici sur le graphique c'est 100, parce que c'est sur 100 jours. Et on va noter ça SMA avec entre parenthèses ou sans parenthèses 100. Les outils comme ProRealTime permettent de modifier les paramètres et donc on peut utiliser plusieurs moyennes mobiles avec différents paramètres. Par exemple, ici on a une moyenne mobile à 100 jours et une moyenne mobile à 20 jours. Alors plus la période, c'est-à-dire le paramètre est petit, plus la moyenne mobile va coller au cours. On voit ici que la courbe bleue colle plus au cours, elle est plus proche des cours que la moyenne mobile rouge. On dit que la moyenne mobile simple à 20 jours est un indicateur de court terme. Il est beaucoup plus influencé par les variations des prix de l'action. Alors que la moyenne mobile à 100 jours est moins influencée, on dit aussi qu'elle a plus de retard. Vous voyez là sur la dernière partie qui monte, la moyenne mobile à 100 jours met du temps à se retourner et à suivre les prix. Sur cette partie là, elle n'a pas le temps de se retourner que les prix redescendent et donc elle n'est pas en phase avec les variations de prix.
La courbe bleue varie plus fréquemment et s'adapte plus facilement aux variations de prix. Donc, à retenir, plus la période est courte, plus la moyenne mobile colle au prix. Maintenant, voyons l'influence du type de la moyenne mobile avec un même paramètre. J'ai dessiné ici la moyenne mobile simple avec le même paramètre, la moyenne mobile exponentielle et la moyenne mobile pondérée. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la moyenne mobile pondérée colle plus au prix que la moyenne mobile exponentielle, qui elle-même colle plus au prix que la moyenne mobile simple. On s'en rend compte facilement sur les tendances comme celle-ci. Les trois moyennes mobiles sont les unes sur les autres. Et donc celles qui donnent une plus grande importance aux cours les plus récents sont plus près des prix. Alors bien sûr si les paramètres sont identiques. Étudions maintenant un deuxième indicateur supérieur donc, qui va se placer dans la fenêtre des prix. Cet indicateur s'appelle les courbes ou bandes de Bollinger. C'est un indicateur très intéressant, un de mes préférés. Il est composé de trois courbes, une moyenne mobile à 20 jours au centre, la courbe supérieure et la courbe inférieure. C'est un indicateur de type enveloppe parce qu'il enveloppe les prix. Il est calculé à partir de la moyenne mobile à 20 jours et de l'écart type des cours. Et donc la courbe inférieure et la courbe supérieure sont situées à un ou deux écarts types, je ne me souviens plus très bien. Et la fabuleuse propriété de cet indicateur, c'est que 97 à 98% des cours sont entre les deux courbes externes. Donc il permet de prédire l'emplacement des cours parce que ils sont compris entre la courbe inférieure et la courbe supérieure. Il y a des formations très intéressantes sur cet indicateur, notamment ce qu'on appelle des bulles. On a ici une bulle, c'est quand les courbes inférieures et supérieures s'écartent. Donc on en a une ici, une autre là, encore une ici, une quatrième ici, et une autre ici. Quand cet indicateur dessine des bulles, ces bulles ont certaines propriétés, notamment par exemple ici, les cours vont coller à un des côtés de la bulle, soit la courbe supérieure, soit la courbe inférieure. Et quand la bulle est terminée, ils vont revenir sur la moyenne mobile à 20 jours. Dans ce cas, il y a deux cas possibles. Soit les cours vont repartir dans le même sens et former une nouvelle bulle, soit ils vont passer de l'autre côté, comme ici, et former une bulle dans l'autre sens. Voilà, donc les règles sont assez... Il y a pas mal de règles, et je ne vais pas toutes vous les expliquer ici. Intéressez-vous à cet indicateur, et c'est un indicateur très puissant. Abordons maintenant les indicateurs inférieurs. Le premier, c'est le MACD. MACD, c'est un Moving Average Convergence Divergence. C'est un indicateur composé de deux courbes, deux moyennes mobiles. Il est calculé en faisant la différence entre deux moyennes mobiles. Alors les paramètres standards, c'est 12 et 26 jours. On indique l'axe du 0 et cet indicateur va varier de part et d'autre de cet axe. Il y a donc deux courbes sur cet indicateur. Une première qu'on appelle la ligne ou le MACD lui-même, et on a sa moyenne mobile à 6 jours, je crois que c'est la valeur par défaut, qu'on appelle le signal. Donc le MACD c'est la ligne, celle-ci, c'est l'indicateur lui-même, c'est cette ligne-là, quand il est en hausse, c'est celle qui est au-dessus. Et sa moyenne mobile, donc qui va suivre le signal, elle va le coller, mais elle est légèrement en retard. Donc c'est pour ça qu'elle est en dessous. C'est donc sa moyenne mobile. Et ça permet d'indiquer par exemple la hausse. Ici, quand le MACD est haussier et supérieur à son signal, on a l'interstice, l'intervalle qui est coloré en vert.
Et inversement, quand il est baissier et inférieur à sa moyenne mobile, il est coloré en rouge. Donc cet indicateur est un des indicateurs les plus connus et les plus utilisés. Ce que vous voyez ici en vert, en bâtonnet vert et en bâtonnet rouge, c'est la différence entre les deux courbes. Donc sur certains graphiques, on affiche un histogramme qui indique la différence entre les deux courbes. Et bon, c'est utilisé dans certains signaux. Donc notamment le passage des bâtonnets rouges aux bâtonnets verts indique le croisement de l'indicateur. Donc les différents signaux sur cet indicateur sont les croisements et le passage au-dessus ou au-dessous de 0. Par exemple, vous voyez que chaque fois qu'il y a eu croisement et que l'indicateur devient vert, les cours montent, comme ici. Quand il est rouge et qu'il passe en dessous de 0, il y a baisse. Alors ici c'est pas très clair, mais là il se retourne, on appelle ça un retournement. La ligne, enfin, le MACD croise son signal, c'est un signal de hausse. Et inversement, quand la ligne passe en dessous du signal, c'est un signal de baisse. Ici on voit que ça baisse. Là on voit que ça remonte. Et effectivement, tout le temps que le MACD est vert, il y a hausse. Ici on est en rouge, c'est une baisse. Ici c'est en vert, c'est une hausse. Après l'indicateur fait un peu n'importe quoi, mais on reste en tendance haussière. Il y a deux façons d'utiliser cet indicateur, deux types de signaux, les croisements et le passage au-dessus de 0. Alors là vous trouverez dans la littérature, sur les sites internet, dans les livres, différentes interprétations et qui vont toutes tourner autour de ces deux types de signaux, le retournement ou le passage en dessous de 0. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est quand il est positif, on a une hausse, quand il est négatif, c'est qu'on a une baisse. Voyons voir un autre indicateur inférieur. Celui-ci s'appelle le RSI, Relative Strength Index. Il s'agit d'un oscillateur. Un oscillateur est un indicateur qui est borné et qui détecte des cycles dans les cours des actions. Donc celui-ci est de période 14 jours ou 14 unités si on est sur une autre unité de temps. C'est un indicateur qui est borné entre 0 et 100. On affiche les lignes qui correspondent à la valeur 30 et à la valeur 70. Et tout ce qui va dépasser de ces lignes va porter un nom particulier. Tout ce qui est en dessous de la ligne 30, donc ici signalé en vert, dans ce cas on dit que la valeur est survendue. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de ventes et donc forcément à un moment donné elle va remonter, ce qui arrive là par exemple, parce que tous les vendeurs qui ont voulu vendre ont vendu et les acheteurs vont revenir sur cette action. Si l'indicateur est supérieur à 70, on dit que la valeur est en surachat ou surachetée. Alors ici on voit qu'il y a eu un petit pic et on redescend, mais c'est très léger. Cet indicateur est donc un oscillateur. C'est un indicateur qui est fait pour détecter les cycles. Les oscillateurs fonctionnent très bien dans les trading range, mais par contre dans les tendances, ils ne fonctionnent pas très bien. Ici par exemple on voit que cette action est en tendance haussière. Donc en particulier on avait des signaux ici de surachat. Donc, normalement après un surachat l'action est supposée baisser dans un trading range et là ça n'a pas été le cas. L'action a continué à monter. Un oscillateur ne fonctionne pas dans les tendances haussières ou baissières. Il ne faut surtout pas utiliser les signaux de vente, qui seraient ici, dans une tendance haussière. Par contre, on peut utiliser les signaux d'achat. Ce signal a bien fonctionné. Ce signal de vente n'a pas fonctionné puisqu'on est toujours en tendance haussière. Sur cet indicateur, on peut utiliser ce qu'on appelle les cassures de support de résistance. Par exemple,
Là on avait une résistance, elle a été cassée, donc on repart à la hausse. De même ici, on pouvait tracer une résistance, on avait une sorte de fanion, on pouvait tracer une résistance, elle a été cassée, et les cours sont remontés à la hausse. En fait, on affiche aussi, je n'ai pas fait figurer là, on affiche aussi une ligne à 50. 50, donc c'est la moitié entre 0 et 100. Si l'indicateur est au-dessus de la ligne de 50, cela indique que l'action est en hausse. Donc là, on a vu qu'on a fait une incursion en dessous de 50 et on a eu une correction. Si l'indicateur est en dessous, ça veut dire qu'il y a une baisse. On peut aussi utiliser les divergences haussières et baissières. Par exemple là, on fait un premier creux, un deuxième creux qui est un peu plus, enfin disons, il est au-dessus, mais on va dire qu'il est au même niveau à peu près. Par contre, l'indicateur, lui, fait un premier creux puis un second creux plus haut. Donc il y a une sorte de divergence haussière, c'est pas vraiment une belle divergence haussière puisque là on n'a pas de baisse et c'est pas au même niveau. Et donc c'est un signal que la tendance va continuer à la hausse. Donc la règle à retenir, c'est que les oscillateurs ne fonctionnent pas quand il y a des tendances. Autre indicateur inférieur, le stochastique. Alors certains disent la stochastique, moi je dis le stochastique. C'est un oscillateur donc qui est également borné. Sa période est de 14 jours également. Il est borné entre 0 et 100. Il est composé de deux courbes. La première qu'on appelle la ligne, qui est en fait le stochastique lui-même, et une seconde qui s'appelle le signal. En fait, c'est une moyenne mobile du stochastique qu'on affiche et qui permet de voir si le stochastique est en hausse, parce qu'elle a un petit peu de retard. Donc, quand le stochastique est en hausse, la ligne du signal va être en dessous. Quand le stochastique est en baisse, c'est cette courbe-là, le signal est au-dessus. On affiche également les lignes correspondant à la valeur 20 et 80, et on peut aussi faire figurer celle du 50, donc la moitié. Quand le stochastique est au-dessus de 50, on a une hausse, par exemple ici, et ici. Quand on est en dessous de 50, on a une baisse, par exemple sur ce tronçon-là et ici. Les signaux d'achat et de vente, c'est quand on est en survente et en surachat. Donc là, on a tout ce qui est dans la zone inférieure à 20, on est en survente. Tout ce qui est supérieur à 80, on est en surachat. Donc on va acheter quand on est en survente et on va vendre quand on est en surachat. Alors bien sûr, ça fonctionne mieux dans les trading range, comme là. Ici, on a un trading range. On peut tracer un rectangle autour. Et ici, on est en tendance. Quand on est en trading range, les achats en survente et les reventes en surachat fonctionnent assez bien. Donc ici, vous voyez qu'on était dans une zone assez basse. On a acheté, on revend par ici, quand le stochastique se retourne, ou quand il repasse sous 80. Ici, on avait des signaux un peu difficiles à lire. Quand le stochastique est ressorti de la zone de survente et qu'il a dépassé ses derniers plus hauts, on a eu une hausse et on a revendu quand il est repassé en dessous de la zone de 80. Alors ici, il est repassé sous 20, donc vous pouvez acheter dans cette zone-là. Ensuite, il est remonté et on a entamé une tendance haussière. Ce que je vais dire est aussi valable pour le RSI. Quand il y a une tendance haussière, l'indicateur va rester collé à la zone des 80. Donc là, on a vu qu'il oscille autour de 80, mais il peut très bien rester collé au-dessus. Ici, il reste un certain temps au-dessus. C'est quand il y a une tendance qu'il reste collé, alors soit aux alentours de 80 ou au-dessus pour les tendances haussières, soit en dessous de 20 pour les tendances baissières. Et ça, c'est valable aussi pour le RSI. On peut aussi utiliser support et résistance, bien que ce soit moins exploitable qu'avec le RSI. Et on peut aussi utiliser les divergences haussières et baissières. On en a une petite ici.
On a deux creux, le deuxième étant plus haut que le premier. Ici on a des creux, le deuxième étant plus bas que le premier. Comme pour le RSI, le stochastique fonctionne bien en trading range, mais reste collé soit au-dessus de 80, soit en dessous de 20 dans les tendances. En revenant maintenant un petit peu sur la notion de divergence, il y a deux types de divergence. Le premier, c'est la divergence haussière. Quand on parle de divergence, c'est toujours par rapport au prix et à un indicateur. Donc, ici, je fais figurer le MACD. On voit que les prix sont de plus en plus bas. Ils dessinent des creux de plus en plus bas. Là, les deux creux sont signalés par des rebonds sur cette ligne de support qui est décroissante. L'indicateur, lui, par contre, dessine des creux de plus en plus haut. Vous voyez ici, il rebondit sur cette ligne de support croissant. Ici, on aurait pu avoir un rebond, mais ça touche pas, mais on peut le considérer. Donc, nous sommes en présence d'une divergence qu'on dit haussière, et c'est un signe de hausse probable. Alors, vous voyez, les prix sont repartis à la hausse, l'indicateur MACD est repassé positif. Il a fait des tentatives de repasser en dessous de la ligne de 0 qui ont échoué, et il remonte. Donc une divergence haussière est un indice de hausse probable. Passons au deuxième type de divergence, la divergence baissière. Dans le cas de la divergence baissière, les prix dessinent des plus hauts de plus en plus haut. Donc ils sont indiqués ici par cette ligne de résistance haussière, et on vient la taper 3 fois. L'indicateur, lui, dessine des hauts de plus en plus bas. Ici, on a deux pics et ils sont contenus par une ligne de résistance baissière. Donc les cours vont dans un sens, l'indicateur dans l'autre. C'est une indication de baisse probable. D'ailleurs, vous voyez que ici on a un support, les prix ont cassé ce support, ils sont partis à la baisse, le MACD, lui, est passé franchement négatif. Donc c'est une indication assez claire et qui permet de deviner un peu l'avenir et de dire dans quel sens vont partir les cours. Nous avons terminé cette introduction à l'analyse technique dynamique. Je vous remercie d'avoir suivi cette série de vidéos. À bientôt.